Bonjour à tous, merci à tous d'être là. Je m'appelle Adrien Fallot, je suis doctorant à l'UTT au sein de l'équipe Texico et je m'intéresse particulièrement à la valorisation du patrimoine et de l'héritage culturel, mais hors des musées, donc c'est-à-dire lorsqu'on visite et que j'appelle une visite autonome, puisqu'en fait, c'est-à-dire sans personne pour nous guider, sans guide, de manière, on arrive, on regarde ce qui se passe et on essaye d'apprendre et de s'accaparer et de rendre accessible le patrimoine et entre autres le patrimoine vitré troyen. J'ai oublié de démarrer le timer, voilà. Alors rapidement, une petite présentation pour vous donner une idée, parce que j'ai une thèse un petit peu particulière qui est à la frontière entre l'informatique, le patrimoine, la médiation culturelle et les sciences cognitives, puisque mon but c'est aussi de faire apprendre aux gens des nouvelles connaissances sur le patrimoine. Mais ma thèse est officiellement inscrite en informatique, en section 27, pour ceux à qui ça parle, mais et particulièrement dans un sous-domaine qui s'appelle les humanités numériques. Ma thèse s'inscrit en informatique et plus particulièrement en humanités numériques, c'est-à-dire c'est l'informatique au service des sciences humaines et sociales, en particulier de l'histoire de l'art et de tout ce qui va être autour de ces sujets-là, et du coup c'est comment est-ce que l'informatique peut apporter quelque chose à ces disciplines, entre autres, dans mon cas pour la valorisation. Mais typiquement, c'est une thèse en informatique, mais comme j'aime bien le dire, j'ai écrit pour le moment aucune ligne de code depuis le début de ma thèse, parce que je suis un informaticien qui m'intéresse plutôt aux êtres humains plutôt qu'aux machines et comment est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre. J'ai un profil d'ingénieur en informatique du CNAM et je suis focus spécialement sur les nouvelles technologies, mais comme on va pouvoir le voir dans la suite de la présentation, j'ai mis un petit peu les nouvelles technologies de côté. Et je m'intéresse, comme je disais, à la conception des outils de médiation, à la conception d'outils de médiation pour accompagner la visite autonome formative. J'ai déjà défini visite autonome. Formative, c'est justement, comme je disais, pour apprendre des choses. Et les outils de médiation, c'est en fait mon objet, du coup, mon sujet, c'est bien l'outil qu'on va utiliser pour visiter, et pas forcément le visiteur. Même si, du coup, comme je l'ai montré, c'est ce que je vais essayer d'amener très fort dans cette présentation, c'est on ne peut pas séparer l'outil des personnes qui vont les utiliser, puisque forcément, si on conçoit un outil mais qu'on ne pense pas aux personnes qui vont les utiliser, c'est quelque chose d'un petit peu dommage. Comme diraient mes collègues de la 27e, prendre en compte le facteur humain, même si j'avoue que j'aime pas trop ce terme, puisque c'est pas juste une variable qu'on peut ajuster. Alors, premièrement, déjà, ça va être de définir un petit peu ce que c'est qu'une visite. On entend ce que c'est une visite quand on vient dans un lieu et qu'on se balade un petit peu et qu'on visite. Par définition, par exemple, la définition du Robert, la définition, c'est le fait de se rendre dans un lieu pour voir, parcourir ou visiter. Donc en fait, par définition, une visite, elle est située dans un lieu quelconque, que ce soit un lieu physique ou un lieu virtuel. Bon, en l'occurrence, moi, je m'intéressais uniquement au lieu dit in situ, donc directement sur place dans les édifices. Et elle est réalisée par un individu. Et très souvent, majoritairement, même en groupe, au minimum de 2 personnes. Mais, et justement, de cette base, rien qu'avec cette définition de base, on anticipe un petit peu pourquoi il est compliqué de juste concevoir des outils sans prendre en compte justement le lieu et les individus. Parce que on peut pas juste prendre un outil, le calquer sur un lieu précis et ça va fonctionner, le dupliquer, le mettre dans un autre lieu et ça va fonctionner également. On est forcément obligé de l'adapter au lieu, mais également à l'individu. Et on va rentrer un petit peu dans le détail de qu'est-ce qu'on entend par justement qui sont les individus, qui sont un petit peu un terme fourre-tout. Et une définition qui, par exemple, moi, que j'utilise beaucoup pour définir cette visite, c'est la visite qui est en fait une construction de sens au fur et à mesure de cette visite. Donc, c'est-à-dire le visiteur va construire quelque chose quand il va visiter, quand il va se balader, quand il va aller dans un lieu. Il va construire des connaissances, il va construire du sens. La visite est souvent perçue comme un discours qui a été prévu par le concepteur. D'ailleurs, c'est ce que montre un petit peu la citation suivante, qui date déjà des années 90, c'est que l'exposition, c'est pas donner un sens qui serait propre à ce qu'on présente, mais c'est le concepteur en fait qui donne un sens. Comment est-ce qu'il organise la visite, etc. particulier, et qui construit ce sens. Mais justement, quel est ce sens que l'individu va construire? Puisque le concepteur peut donner un sens particulier, mais ce qui va nous intéresser, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est comment est-ce qu'on va apprendre et comment l'individu va construire ce sens. Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'on voit que le sens proviendrait potentiellement du concepteur. Mais il y a déjà pas mal d'études du côté de la lecture qui a un petit peu avancé sur comment on lit, puisque forcément, quand on visite, on va lire les documents. Ça a été intéressant de me pencher sur la question de la lecture.
Et par exemple, dans les années 1920, le texte, lors de la lecture, la signification du texte représente ce que veut dire l'auteur. En fait, le sens est situé plus chez l'auteur. Donc la lecture, c'est plus de la transmission entre l'auteur et le lecteur. Petit à petit, après la Seconde Guerre mondiale, le texte a gagné un petit peu plus d'importance, où du coup le lecteur va commencer à traduire ce texte. Et dans les années 60, on va avoir plus les connaissances du lecteur qui vont s'ajouter, etc. Et de plus en plus de nos jours, où le concepteur est beaucoup plus mis, du coup l'auteur est beaucoup plus mis de côté, où c'est vraiment plus un dialogue entre lui et le lecteur. Et donc là, j'espère que rapidement, j'ai pu, avec cette slide, montrer comment c'est l'importance de l'individu et du concepteur. Le concepteur, il est là, mais il est là pour proposer quelque chose, mais c'est un petit peu on va avoir du mal à prévoir ce que va retenir la personne derrière. Donc c'est pour ça qu'on essaye un petit peu de comprendre au mieux, et surtout quand on va voir derrière les différentes versions de qui est le visiteur. Et justement, ce visiteur, qui c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, c'est tout le monde. Et en fait, par définition, on est tous différents. Je vous apprends rien, mais différents quand on regarde ça du point de vue de la visite. On est différents à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau de ce qu'on connaît. Donc c'est ce que dans la littérature, Kelvinac et ses collègues appellent particulièrement les ressources incorporées, qui sont en fait les connaissances qu'on a, notre motivation, etc., qui nous sont propres, nos codes culturels, et on comprend comment fonctionne l'exposition, comment fonctionne l'endroit où on est, par opposition aux ressources objectivées, qui, elles, viennent plus de l'outil. Donc moi, je vais m'intéresser plus aux ressources objectivées, mais forcément, en prenant en compte les ressources incorporées, sauf que qui est-ce qui visite des lieux où il y a des vitraux, un petit peu tout le monde en fait, puisqu'ils sont ouverts à tous, donc on peut difficilement prévoir quelles sont les connaissances préalables que les gens vont avoir quand ils vont visiter. Une autre chose intéressante, un autre axe qui rend les visiteurs très différents l'un de l'autre, ça va être ce que j'appelle les profils, ce que les Folk et Dirkling ont appelé les profils de visite. Donc en gros, c'est la raison pour laquelle on va venir visiter un lieu. Tout d'abord, il peut y avoir par exemple les facilitateurs, qui sont des gens qui viennent là pour partager leur savoir, pour essayer d'apprendre en groupe, pour pouvoir accompagner les gens dans leur visite. Ça, c'est une des personnes qui vont vouloir visiter. On a les expérience seekers qui, par exemple, viennent ici parce que c'est un must-see. Même si ça ne nous intéresse pas, on veut y aller simplement parce que c'est le lieu phare de Troyes. Par exemple, la cathédrale, c'est le lieu phare de Troyes, donc on y va, et voilà, même si ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et au contraire, on a les affinity seekers qui, eux, vont plus être là parce que ça leur parle personnellement, le lieu. Ils ont une attache particulière, soit parce que c'est un sujet qui leur parle, soit parce qu'ils ont une attache avec ce lieu, parce qu'ils connaissent déjà, etc. Et c'est des gens déjà qui viennent pour des raisons de visite complètement différentes. Donc en fait, un outil va pouvoir correspondre à quelqu'un sans correspondre à d'autres personnes. Et c'est là qu'on peut tenter d'imaginer un outil qui pourrait correspondre à un large public, comme on va le voir un petit peu par la suite. Ça devient un petit peu compliqué, plus on ajoute de couches l'une sur l'autre. Et oui, je vais juste rapidement préciser, mais en fait, ces profils, ils viennent en particulier d'études qui viennent dans les musées. Et en fait, moi, je ne m'intéresse pas aux musées spécifiquement, je m'intéresse aux édifices où il y a des vitraux, en l'occurrence les églises, les cathédrales, etc. Mais c'est quand même très intéressant de voir, parce que ces profils de visite, on les retrouve un petit peu partout, en fait. On les retrouve dans les édifices, mais on les retrouve également dans les musées. Mais on a des profils qui sont un petit peu différents, et parfois un petit peu inattendus dans les églises. Typiquement, si vous me permettez une petite anecdote personnelle d'observation sur le terrain, mais par exemple, moi je travaille beaucoup dans l'église qui est à Saint-Jean-au-Marché, qui est l'église qui est en plein cœur de Troyes, qui est un petit peu cachée au milieu des maisons, parce qu'elle n'a plus de clocher, il s'est effondré, on trouve d'ailleurs les cloches qui sont posées par terre. Et juste en face, elle est dans le centre-ville, et en fait, quand j'étais là pour proposer aux gens de visiter, je voyais des gens qui venaient, qui visitaient très rapidement, puis ensuite j'entendais un bip 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 et qui repartait. En fait, d'où vient ce bip 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 et qu'il faudrait qu'il reste 3 minutes dedans? En fait, simplement, ce bip bip bip, il vient du tacos qui est juste en face, où les gens vont commander leur tacos, vont visiter l'église, ça bip, et du coup, dès que le tacos est prêt, ils ressortent, ils vont chercher leur tacos, puis en fait, ils reviennent plus jamais. Et en fait, on se retrouve à avoir des gens qui visitent pendant
5 minutes l'édifice, c'est pas plus que ça. Donc forcément, c'est des trucs un petit peu différents que les visites des musées, parce que j'imagine que dans les concepteurs de musées se retrouvent pas avec ce type de profil, enfin j'espère pour eux, c'est un petit peu problématique. On en trouve également qui sont là juste là pour tuer le temps, pour attendre des gens à qui ils ont donné rendez-vous sur la place de la mairie, puis comme c'est à côté, ils viennent là et ils regardent. Donc après, on peut considérer que peut-être que ces visiteurs, ça ne va pas leur correspondre forcément à un outil de visite, mais on peut imaginer des outils de visite où on arrive, on flash un vitrail, on a les infos juste sur ce vitrail-là, ça nous a pris 3 minutes, puis on a notre tocos qui pipe et on repart. C'est toujours possible d'imaginer des choses, même pour ces visiteurs-là. Un des autres axes qui rend les visiteurs si différents, ça va être les stratégies de visite. Donc j'ai dit les profils de visite, c'est pourquoi est-ce qu'on visite. Les stratégies de visite, c'est plus comment est-ce qu'on visite. En l'occurrence, dès les années 90, Véron et ses collègues, ils ont fait un peu ce qu'on appelle un bestiaire illustré de différents types de profils de visite, là, qui sont assez clairs pour le coup, mot pour mot, mais par exemple, la fourmi, elle va plutôt longer le mur, quitte à en rater qui sont sur le mur opposé, mais vraiment juste suivre le mur dans l'ordre qui a été prévu par le concepteur et s'arrêter et passer énormément de temps sur chaque œuvre. Le papillon, lui, au contraire, il va plutôt faire des zigzags pour pouvoir aller faire un petit peu toutes les œuvres, mais quitte à y passer un petit peu moins de temps. Ou la sauterelle, elle va aller plus aux endroits qui l'intéressent. Par exemple, oh tiens, là-bas il y a une œuvre qui m'intéresse. Je traverse toute l'exposition, je m'en fiche de ce qu'a prévu le concepteur, je vais aller regarder ce qu'il y a là-bas, puis je me retourne, oh tiens, il y a un autre truc au début, bah, je fais le tout dans le sens inverse et je vais regarder celle qui est là-bas. Et du coup, forcément, parfois, comme je disais, le concepteur a beau créer un sens, le sens n'est pas toujours respecté par les visiteurs. Et le poisson qui, lui, pourrait correspondre par exemple au visiteur tacos qui vient et qui juste... C'est un concept. Et qui vient, le poisson, et qui se balade juste et qui navigue entre les œuvres sans jamais vraiment s'arrêter et qui juste passe là parce que j'étais là et puis quitte à regarder, autant regarder quoi, sans vraiment m'arrêter, sans vraiment rien faire d'autre. Et pour information, du coup là c'est les durées de visite, mais à votre avis, pour le coup j'ai noté, quand j'étais dans mes églises, j'ai noté un petit peu l'heure de départ et l'heure d'arrivée de chacun des groupes de visite. J'ai noté comme ça à peu près 250 groupes. À votre avis, en moyenne, combien de temps les gens vont rester dans l'édifice? Moins de 5 minutes? Ouais, en visite complètement libre. Ah non, c'est juste, il y a des vitraux dans une église et voilà. Il n'y a même pas de cartel, il n'y a même pas de... 10 minutes à quart d'heure. Est-ce que moins de 5 minutes? Il y en a dans le tas. Moins de 5? Moins de 10? Moins de 15? Moins de 15. Il y en a au-dessus. La taille de l'église. Oh, l'église de... Oui, l'église de Saint-Jean-au-Marché, il y a une vingtaine de vitraux. À peu près. Plus les sculptures et les tableaux. Ouais, une petite déambulation, vraiment très petite, parce que pour le coup, sur les 250 personnes, les gens ils restent en moyenne 6 minutes dans l'église. 6 minutes au total dans l'église, donc ça veut dire qu'entre les statues, les tableaux et les vitraux, la plupart sont des visiteurs poissons en fait. Ils passent, ils font le tour, puis ils repartent. Ils ont juste le temps de faire le tour du déambulatoire et puis repartir. Et donc c'est là qu'on se rend compte un petit peu potentiellement la difficulté de prévoir des documents en fait. C'est pour ça que la plupart des guides, je vais les montrer juste après, mais qui ont été prévus, ils sélectionnent des éléments très remarquables de l'édifice parce que forcément ça correspond plus aux personnes. J'espère que du coup, au travers de cette slide, j'ai montré un petit peu que en fait, la diversité des visiteurs qu'il peut y avoir et surtout que en fait, le titre que j'ai mis là, le visiteur, n'a aucun sens en fait. Le visiteur, il n'existe pas en fait. C'est plutôt une diversité de visiteurs qui à la fois qui combine ces trois points, les ressources qu'il a avant, les profils qu'il a et les stratégies de visite. Sachant que ces stratégies de visite, là vous pouvez vous dire ah oui, moi je suis peut-être plus fourmi, moi je suis peut-être plus sauterelle. Mais en fait, si ça se trouve, vos stratégies de visite vont juste changer durant la visite, puisqu'au bout d'un moment vous allez en avoir marre, vous allez être fatigué, etc. Vous allez plus faire une partie poisson, puis après vous allez retomber sur une partie sauterelle parce que ça va vous intéresser plus, etc.
Et là, on imagine la complexité des profils divers qu'il y a et de concevoir le dispositif ultime qui serait là et qui permettrait de répondre à tout le monde. Et voilà, c'est moi qui me retrouve là à essayer de démêler ce sac de nœuds au milieu de tout ça. Oui, d'ailleurs, si je vais. Mais c'est juste qu'en fait, typiquement, une des méthodes qui est aussi très souvent, qui est très souvent qui est très souvent proposée pour répondre à cette problématique, c'est en fait simplement avoir des applications numériques qui ont des profils de visite, qui analysent les déplacements qu'on a ou les préférences de chacun et qui du coup nous proposent des œuvres entre les solutions. Mais qui coûtent relativement cher à développer et potentiellement à acheter par derrière et à s'équiper pour les visiteurs qui ne sont pas forcément tous. Bon, malheureusement, les couleurs sont un petit peu moches sur cet écran. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais voilà. Mais les vitraux, le domaine, comme je disais, c'est les vitraux de l'Aube, du département. Et on dit souvent que les vitraux sont une bande dessinée, l'ancêtre de la bande dessinée. D'ailleurs, ça a été un peu un objet d'une partie de l'exposition qui est juste derrière. Ouais. Et je suis là avec plaisir pour parler des panneaux qui ont été faits. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment des BD du Moyen-Âge, sachant que déjà, premièrement, quand elles sont pas à hauteur d'yeux, ce qui n'est quand même pas rarement le cas, elles sont à 20 mètres de haut, et pour aller voir les détails, c'est potentiellement un petit peu compliqué. Mais au-delà de tout ça, est-ce que c'est vraiment... On y retrouve, par exemple, comme on parle de l'exposition, des techniques narratives qu'on retrouve dans la BD, qu'on retrouve dans certaines œuvres iconographiques, et en particulier les vitraux, qui sont par exemple l'exagération de certains éléments importants, les phylactères, qui sont un petit peu l'ancêtre des bulles des bandes dessinées, mais également la juxtaposition cinétique. Là, c'est un terme un petit peu barbare, juste pour dire qu'en fait, il y a le même personnage qui est représenté plusieurs fois dans la même image pour représenter le mouvement, donc juxtaposition cinétique, parce que du coup, c'est pour représenter le mouvement. Typiquement, là, je ne sais pas si on va voir ma souris, voilà, dans ma souris, mais typiquement, là, l'ange Gabriel est là pour faire l'annonce à Marie, et derrière, dans la fenêtre, il est également là en faisant l'annonce à Joseph, qui sont du coup le même personnage qui est représenté deux fois, mais à deux moments différents, à deux moments Et puis, de manière un petit peu plus marquante, le récit case par case, comme on peut le voir ici. Mais est-ce que rien que le récit case par case, on peut vraiment comprendre, par exemple, ce vitrail-là? Est-ce qu'on peut rien, juste en le comprenant, comme on pourrait ouvrir une BD et à n'importe quelle page et en soi à peu près raccrocher les éléments et recomprendre un petit peu? C'est ça. De compréhension, savoir lire le latin et reconnaître les personnes. Oui. Voilà. Exactement. Et typiquement, par exemple, cette première case, cette baie représente la résurrection du Christ et qui va faire des apparitions à plusieurs personnes. Donc là, par exemple, première apparition, il est là, il apparaît à sa mère Marie, là, on le reconnaît lui, et là c'est sa mère Marie. Donc déjà, effectivement, il faut déjà pouvoir reconnaître les personnages. Marie qui est souvent représentée en bleu, donc là, on la voit en bleu. Mais, par exemple, cette scène, elle n'est pas tirée des évangiles. Elle n'est pas représentée dans les évangiles les plus connus, donc elle est ailleurs encore. Donc déjà, si on a étudié que les évangiles, c'est déjà compliqué de juste reconnaître cette scène, parce que comment ça, il n'est jamais apparu à Marie, en fait? Si, dans les faits, mais pas dans les textes des évangiles. Là, sur cette deuxième partie, il apparaît à Marie de Magdala. Et ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'il a une pelle dans les mains. Pourquoi il a une pelle? Parce qu'en fait, quand il apparaît à Marie de Magdala ne le reconnaît pas, et en fait le prend pour le jardinier. Et du coup, en fait, ceux qui ont créé ce vitrail ont décidé de le représenter avec une pelle pour la métaphore de comment elle le reconnaît, l'allégorie de ce qui se passe sur cette scène. Donc déjà, rien que là, essayer de comprendre cette scène, comme on disait, il faut avoir un minimum de connaissances. Là, c'est plus classique, il apparaît à Saint-Pierre, qui sont de manière plus classique. Et là, qui s'intègre au milieu, c'est pas du tout une scène du récit, c'est une scène qui représente les donateurs, en gros la personne qui a financé ce vitrail et qui a payé pour qu'il apparaisse, où le donateur est représenté là, à genoux, avec un prie-dieu, où ici c'est les armoiries de sa famille, et derrière lui c'est à nouveau Saint-Pierre, parce que le donateur s'appelait Pierre quelque chose, je connais pas l'armoirie de la famille, et du coup on le représente avec son donateur qui est Saint-Pierre. Et derrière ses enfants.
Et ça se retrouve un petit peu partout sur les édits. Là, on pourrait se dire encore à peu près, enfin les vitraux d'une certaine époque, on retrouve les donateurs. Et on pourrait se dire, bah là encore, c'est à peu près clair, avec un petit peu de connaissance du domaine, on pourrait. Puis juste à côté, sur la baie d'à côté, qui est la baie 1, côté de la baie numéro 3, et ben on se retrouve avec celle-ci, de baie qui est peut-être un petit peu plus complexe à lire. En haut, bah, on reconnaît classiquement la Seine qui est assez facile, mais en fait, si on le décompose un petit peu, chacune des cases colorées, c'est un récit différent, qui sont même pas forcément liés en fait. Par exemple, le jaune, c'est le récit de la légende de Saint-Julien, où là-bas, il trouve un cerf blanc, ensuite il va retrouver ses parents et il assassine son père parce qu'il était dans le lit de sa mère, enfin bref, c'est un bazar monstrueux cette légende, mais en gros c'est ça. Mais ça n'a aucun lien avec la scène. On se retrouve avec là au milieu les noces de Cana qui ont lieu bien avant la scène et qui du coup sont certes un moment de la vie du Christ, mais qui est juste posé là au milieu de cette verrière. Et de chaque côté qui sont coupés justement par les noces de Cana, c'est un petit peu tout le récit de l'Eucharistie, donc c'est plus de la multiplication des pains, de la manne qui tombe du ciel, du partage de l'agneau, etc. C'est plein de petits récits différents qui sont représentés par plein de petites scènes. Et là, au centre, on a, en bas, qui ne sont pas entourés, on a les 4 donateurs qui sont représentés. Et là, déjà, on se rend compte que cette baie est déjà beaucoup plus compliquée. Et ça, c'est un exemple de baie qui est à peu près en bon état, puisque très souvent, au gré des siècles qui ont passé, les baies se sont énormément dégradées. C'est d'ailleurs en grosse partie pour ça qu'on retrouve des bouts de récits un petit peu partout, puisque du coup, on évite de laisser des baies ouvertes. Donc à une époque, on prenait des baies ailleurs et on les rebouchait pour pouvoir éviter que l'air s'infiltre à l'intérieur des édifices. Et parfois, en fait, plutôt que même carrément déplacer un panneau complet, on avait des panneaux qui étaient brisés en plein de petits morceaux. Et du coup, on bouchait avec des bouts comme de la mosaïque. Et du coup, parfois, c'est juste absolument illisible. Ou sinon, illisible sur un petit bout ridicule. Et du coup, ça devient assez compliqué à vite comprendre. Mais au-delà de cette difficulté à comprendre, il y a le lieu en tant que tel. Le lieu en tant que tel, c'est les églises du département, majoritairement. Et en fait, c'est ce que j'appelle, moi, un lieu à contrainte forte, ce qui me permet un petit peu de généraliser par rapport aux édifices qui peuvent, en fait, comme je vais le présenter rapidement, montrer que ça peut s'appliquer aussi à beaucoup d'autres domaines, ce genre de problématique. Typiquement, les vitraux, tout d'abord, il y a des contraintes géographiques, simplement parce qu'il y en a énormément. Il y a 9000 m² de vitraux dans l'Aube. Donc, c'est-à-dire, si on découpe tous les vitraux, qu'on les pose par terre, ça fait 9000 m² de verre posés par terre dans tout l'Aube. Et ce qui donne à peu près, c'est 4 vitraux sur 10 du monde se trouvent rien dans l'Aube, en fait. Il y a énormément de vitraux dans l'Aube en particulier. Et rien qu'à Troyes, en fait, pour la plupart, vous devez le savoir, mais il y a 12 édifices dans l'Aube, à Troyes même, qui sont entre autres principalement des églises, plus la cathédrale et la basilique, dont 8 rien que dans le cœur historique. Il y a vraiment énormément d'édifices qui posent plusieurs contraintes géographiques de par l'étendue, forcément, parce qu'on va de l'église qui est en plein centre à l'église qui est perdue au milieu des champs, sans même aucune ville autour. Forcément, c'est des contraintes un petit peu différentes, rien que c'est cool d'avoir une application qui nous permettrait de reconnaître les vitraux. Encore faudrait-il avoir de la connexion, parce qu'au milieu de l'Aube, perdu au milieu des champs, c'est parfois un petit peu plus compliqué. On a aussi forcément le nombre et puis la diversité des vitraux qu'il y a, en fait. Il y a énormément de vitraux. Là, on a principalement des vitraux, j'ai principalement présenté des vitraux religieux, mais il y a aussi des vitraux civils qui représentent le sacre des rois de France, etc., qui sont situés rien qu'à l'église de Saint-Jean-Marché, il y a un sacre de roi de France. Et là, par exemple, c'est super que tu aies amené le kakémono, parce que par exemple, sur la partie du haut, il y en a 2 en bas, et sur la partie du haut, c'est le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon, la plupart du temps, il est représenté 2 mères qui ne sont pas d'accord sur il y a un fils, et en gros, les 2 mères se battent un petit peu pour savoir qui est le fils, et Salomon décide, on va couper le fils en 2, et on partage le fils en gros. Et ça, c'est une autre version de la légende de Salomon qui est plus, dans la théorie, attribuée. C'est une légende qui est plus de la région, qui serait un petit peu le même mythe, mais autour de pommes que les gens se battraient. Et rien que cette partie-là, en fait, c'est quelque chose qui est quand même très spécifique à cet endroit-là, en fait.
Une deuxième type de contrainte, c'est les contraintes que j'appelle de fonction. C'est en fait les édifices religieux, tout bêtement, ils ont une double fonction. En fait, ils sont culturels et cultuels. Il y a encore des offices qui sont réalisés dans la plupart de ces lieux. Donc forcément, il ne faut pas gêner les offices. C'est pas un musée, même si ça reste un lieu à vocation culturelle qui est géré en grosse partie par l'État actuellement. Et en fait, ils ont ce genre de problème. Mais ce genre de contraintes de fonction, par exemple, on peut les retrouver rien qu'à l'université. Ici, on en a quelques-unes des œuvres qui sont exposées là, mais par exemple, vous allez à la Sorbonne, vous avez des peintures géantes dans les murs, etc., qui sont du coup un lieu à double fonction, et vous prenez l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est aussi un lieu de patrimoine, mais qui a une double fonction puisqu'elle est actuellement utilisée. On ne va pas aller se balader dans l'hémicycle pour aller prendre des photos en visitant l'Assemblée. C'est des questions qui reviennent un petit peu à d'autres endroits. Et je rajoute par-dessus encore des nouvelles contraintes, des contraintes que j'appelle légales. C'est des monuments historiques en fait, tout bêtement. Et dans les monuments historiques, on ne peut pas y faire ce qu'on veut, donc on ne peut pas modifier, on ne peut pas installer des choses, on ne peut pas juste pas dire je plante un clou et pour mettre un panneau pour expliquer ce vitrail en fait. Non, vous allez faire le paperasse comme ça et vous allez planter votre clou après. Et ensuite, les contraintes que je dis physiques, en fait, tout bêtement, ça paraît tout bête, mais contrairement dans une exposition où on peut déplacer les tableaux, les vitraux, on ne peut pas les déplacer, quoi. Ils sont là, ils sont dans un ordre précis, ils sont là, et puis on ne peut pas regrouper tous les mêmes vitraux de la même thématique dans un seul édifice pour faire un édifice thématique, même si c'est un petit peu le cas. Typiquement l'église de Saint-Jean-Marché, elle est dédiée à Jean le Baptiste, du coup on retrouve beaucoup Jean le Baptiste, s'il y a beaucoup de choses qui ne le concernent pas. C'est une contrainte qui est non négligeable, tout comme on ne peut pas changer l'environnement qu'il y a autour en fait. Parfois il fait moche et du coup on les voit juste pas en fait, les vitraux. Donc il suffit qu'on arrive au moment où il n'y a plus de soleil dans la journée, et puis on va rater tous les détails du vitrail en fait. Et ce qui est pas le cas par exemple quand on conçoit une exposition, on peut bien mettre en valeur telle ou telle œuvre, ou mettre en valeur une œuvre par exemple ultra rare, ultra importante, où là non. Qui sont tous au même niveau, ce qui est dans un sens pas plus mal, mais on peut pas faire autre chose. Et une des solutions, du coup, pour pallier un petit peu à toutes ces contraintes, ça va plus être les dispositifs, du coup, forcément transportables, puisque du coup, des tentes géographiques, contraintes de fonction, du coup, on n'installe rien qui pourrait gêner. Les contraintes légales, on n'installe rien non plus, donc plutôt des dispositifs transportables. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, parmi les dispositifs qui existent actuellement sur Troyes, quelques-uns des dispositifs et qui sont les plus intéressants, on a par exemple la ville de Troyes qui a fait des focus pour chacun des édifices de la ville, qui sont très intéressants, mais qui ne répondent pas à la contrainte géographique. On en a dans la majorité des édifices du centre-ville, mais après... c'est tout, sachant qu'ils se concentrent uniquement sur les éléments les plus remarquables, puisque c'est un petit document qui fait une dizaine de pages maximum. Et c'est bien, mais ils ne répondent pas complètement à la problématique. Et puis, faut avoir envie de lire des pavés comme ça sur chacun des vitraux, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. On a également le guide de Daniel Minois, Les vitraux de Troyes, qui sont un livre là qui du coup a déjà un certain coût, donc tout le monde ne peut pas forcément se permettre de la voir. Il sélectionne les éléments les plus remarquables, donc déjà ça permet aux gens qui n'ont pas forcément le temps de regarder certains éléments, des éléments précis. Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'ils ont une structure que j'appelle, qui est deux possibilités de structure, c'est-à-dire une structure chaînée ou une structure par découverte aléatoire. En gros, soit on suit le parcours et on enchaîne, soit on arrive devant un vitrail, on ouvre et on a les infos du vitrail qui nous intéressent. Donc déjà, là, ça répond un petit peu plus à certains besoins et à certaines personnes. Et enfin, on a un jour une église, une découverte, qui est là, plus destinée aux enfants, mais en fait, je l'ai mis parce qu'il a un aspect très intéressant, qui m'a surpris la première fois, parce qu'en fait, il est très générique. Il peut s'utiliser dans n'importe quel édifice. On n'a pas besoin d'être dans un édifice précis, on arrive, on le sort, et ça fonctionnera dans n'importe quel endroit. Il y a l'équivalent dans les musées qui s'appelle musée au jeu, où on a des sacs et on arrive dans un musée, on l'ouvre, puis on peut utiliser le sac dans le musée. Mais du coup, forcément, ça reste en très grand survol du sujet, puisque forcément, on ne peut pas rentrer dans le détail si on ne sait pas à l'avance où est-ce qu'il va être utilisé, par définition. Mais ce qui fonctionne bien, du coup, pour la contrainte géographique,
parce que forcément, bah, on n'en édite qu'un seul et on peut l'utiliser partout. Au niveau des dispositifs qui sont plus numériques et qui du coup permettraient peut-être plus de répondre à ce genre de questionnement, on a à la recherche de la couleur perdue qui a été fait par Trois Champagne Tourisme, qui est un petit guide qui s'enchaîne complètement chaîné. Donc déjà, si ça ne nous convient pas, bah, on est obligé de faire tout le parcours en fait. Et c'est ce qui est un petit peu dommage, mais qui ne correspond malheureusement pas à la majorité des gens, et encore moins aux gens qui restent 6 minutes dans un édifice, quoi. On a la route du vitrail qui a été faite par la Cité du Vitrail, qui est sortie l'année dernière, qui pareil comme le guide de Daniel Minois, propose des éléments remarquables. Donc là c'est intéressant. Les éléments remarquables sont discutables puisque le parking souterrain Place de la République est un élément remarquable du vitrail. Sachez-le. Donc, bah, voilà. Dessous il y a une grande colonne de verre coloré. C'est un vitrail remarquable de Troyes, selon la Cité du Vitrail. Bon. Voilà. C'est un choix comme un autre, mais il est là. Mais qui permet du coup de suivre, bah, du coup, d'aller devant un vitrail et de l'ouvrir et d'avoir directement les informations qu'on a. Et puis bah, pour les plus courageux, il va y avoir également POP, qui est la plateforme du ministère de la Culture, qui référence tout le matériel, le patrimoine mobilier français. Donc ça va des tables, des chaises, des armoires, des tableaux, mais les vitraux aussi. Donc bah, en fait, il va falloir un petit peu trier le bazar qu'il y a là-dedans, et surtout c'est pas du tout expliqué en fait, c'est un inventaire, donc c'est fait pour, si on vole quelque chose, on va pouvoir le retrouver facilement puisqu'il a été décrit mot pour mot au centimètre près que fait chaque. Ça peut être pratique pour des experts, mais au-delà du grand public. Je vais aller très rapidement, je vois que j'ai déjà passé pas mal de temps, je vais aller très rapidement là-dessus, mais en gros, moi, là, mon idée, ça a été, essayons de concevoir un dispositif qui pourrait un petit peu répondre à tout ça. Pour ce faire, en fait, en IHM, comme en IHM, on a l'outil, on utilise un outil, et donc forcément, l'outil, on doit être on est en communication avec lui, on s'adapte à lui, et l'outil s'adapte à nous pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc une des... Oui, pardon, oui. Merci. Oui, interaction humain-machine, pardon. Donc en gros, c'est la branche de l'informatique qui s'intéresse à comment est-ce qu'on va concevoir des dispositifs et comment est-ce qu'on va placer des boutons, en gros grossièrement. Ça va beaucoup plus loin que placer des boutons, mais en gros l'idée c'est ça. Et une des solutions, du coup, comme je disais, c'est de faire des allers-retours entre la théorie qui est en haut, la conception et l'observation sur le terrain. Donc c'est concrètement ce que j'ai fait. Bah, j'ai étudié comment est-ce qu'on conçoit un dispositif de visite. En gros, j'ai créé des dispositifs de visite que je vais vous présenter juste derrière, et ensuite je suis allé sur le terrain pour voir, pour les proposer aux gens qui étaient là, des étudiants de l'UTT, mais également juste des gens que j'attrapais dans la rue pour leur demander, et puis des amis qui sont passés se faire torturer directement là-bas. Et de ça, c'est rapidement, mais en gros, pour pouvoir comprendre un petit peu tout ce que j'en retiens et des observations que j'ai fait et des infos et des entretiens que je fais avec les gens, en gros, j'ai fait ce qu'on appelle une théorisation ancrée, où on identifie les grandes particularités et on les relie entre elles pour voir comment elles s'influencent, si elles s'influencent positivement ou pas positivement entre elles. Et un de mes objectifs, c'est en fait le principe pour en apprendre plus, etc., je suis parti de l'idée que ce serait encore mieux si on pouvait expérimenter soi-même le patrimoine, en fait, manipuler, essayer de manipuler les connaissances plutôt que juste lire du texte comme c'est souvent proposé. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué lors d'une visite de construire un vitrail. Donc une des autres solutions qu'il y a eu, ça a été de faire comme si on était un historien d'art. Et qu'est-ce que fait un historien d'art ? Il va aller fouiller dans les sources, entre autres les évangiles, les textes historiques, etc., ce qu'on appelle les sources primaires, donc qui sont vraiment d'origine, les témoignages, qui n'ont pas eu d'études par-dessus derrière, et pour pouvoir reconnaître des personnages, reconnaître des récits, identifier la date, identifier le donateur, etc. Et ça a été un petit peu l'objectif, proposer aux visiteurs de faire ce genre de travail. Ce qui en est sorti, c'est tout d'abord un premier document. Malheureusement, je les ai oubliés, mais en gros, le premier document qui est sorti, c'est un document papier, comme je disais. Je suis un informaticien qui fait du papier. Donc, ça a été le premier document qui a été plus un guide, qui est certes un petit peu moche, mais pour prototyper, c'est assez pratique.
et qui en gros, c'est très spécifique sur un seul sujet. En l'occurrence, celui-ci sur Jean le Baptiste, ça nous présente la vie de Jean le Baptiste, avec plusieurs étapes, où on va avoir, je saute un petit peu, mais c'est qui est destiné au grand public, parce qu'on met à côté le vocabulaire, et qui, comme je disais, qui est très spécifique, et qui est contenu dans plusieurs activités, et qui du coup des activités, là par exemple on voit activité 1, dans tout l'édifice, aller reconnaître le baptême de Jésus. Il y a plusieurs édifices, donc on va aller reconnaître, on va aller le chercher. Il y a une autre activité, c'est par exemple, remettez les cases dans cet ordre-là. À votre avis, comment est-ce qu'on lit une verrière? Souvent la verrière, on commence du bas et on monte pour aller regarder, pour aller monter les yeux vers le ciel. Mais parfois c'est dans un ordre comme ça, parfois c'est dans un ordre comme ça. C'est différent, et du coup, en allant regarder le récit, en l'occurrence c'était le récit de la décollation du Baptiste, donc au moment où on l'a décapité, c'est du coup à partir de ce récit, essayer de retrouver les cases et de l'ordre dans lequel on peut reconnaître. Qui est toujours, ce truc a été pensé en séquence. Donc ce que j'appelle une séquence, c'est en gros, là on la voit, on a premièrement une phase d'exploration, où on va aller se balader dans l'édifice, et j'essaye de faire changer la personne de lieu dans l'édifice à chaque fois. Ensuite, on enchaîne sur un petit peu de lecture avec soit directement une citation de l'évangile et du coup de la source primaire, soit un lien pour aller consulter complètement la source. Et enfin, du coup, une mise en pratique. Et chaque petit bout comme ça, c'est ce que j'ai appelé des briques, et qui en fait, l'idée, c'était, certes, c'est du papier, mais derrière ces briques, en fait, on pourrait les réutiliser pour autre chose que le baptême de Jésus, pour un autre sujet, par exemple la légende de Sainte Agathe, pour n'importe quoi, qui du coup sont réutilisables et accrochables bout à bout pour pouvoir réaliser différents parcours qui théoriquement pourraient fonctionner. Ça c'est la théorie, j'en suis pas encore là. Peut-être que ça arrivera un jour. À côté de ça, qui pouvait être utilisé en parallèle ou de manière complètement indépendante, il y avait un deuxième dispositif qui était un dispositif qui était plus un dispositif que j'ai appelé le compagnon, qui lui en gros est très exhaustif, il recouvre chacune des baies de l'édifice et qui l'associe à chacune des sources. Donc là, Catherine d'Alexandrie, le baptême de Jésus et l'annonce au berger, où du coup on accède aux différents évangiles ou à la légende dorée pour pouvoir aller les consulter concrètement avec la source, l'auteur de la source, etc. Où vraiment, dans ce vitrail, il y a ces trois sujets qui sont représentés. Voilà, si vous voulez le comprendre, allez creuser là-dessus. Il n'y a pas plus d'explications que ça, c'est des notions expertes, mais qui sont dans la théorie réutilisables petit à petit. Par exemple, on voit le plan de l'édifice, mais en fait le plan de l'édifice, dans tous les édifices religieux, ça fonctionnera exactement pareil. Dans l'axe de la baie, vous avez la baie numéro 0, qui est identifiée 0. D'un côté, vous avez les numéros pairs, de l'autre, vous avez les numéros impairs. Vous montez à l'étage supérieur, vous avez la baie numéro 100, les pairs, les impairs, et c'est tout le temps comme ça. En fait, le plan, il est bien là, mais en fait, dans les faits, on peut juste créer un plan automatique qui fonctionne parfaitement bien. Pareil pour la structure d'une baie avec les lancettes qui sont verticales et les registres qui sont horizontales, ce sera toujours comme ça. Et le pour aller plus loin, en fait, c'est les QR codes, mais c'est pour, par exemple, les gens qui souhaiteraient approfondir le sujet, du coup, qui permettent de répondre à plusieurs types de profils qui voudraient juste parcourir ou approfondir. Et le troisième document qui, pareil, est utilisable en parallèle, qui est lui très générique, comme du coup le livret des enfants, qui est lui qui permet de prendre des notes en fait pour que les personnes puissent s'approprient leur sujet, par exemple en notant les informations qu'elles trouvent pertinentes pour pouvoir après le rembarquer chez eux, pour pouvoir dessiner. Il y a quelques plans pour aider et encourager le dessin, mais qui sont libres et d'utilisation complètement libre. C'est la majorité de ça, c'est des pages blanches. Et du coup, ce qui en est sorti, c'est que c'était un petit peu trop peu utilisé, entre autres parce que c'est assez encombrant de prendre des notes pendant une visite. Et puis le contexte, il y avait un contexte qui était un petit peu, voilà, vous êtes un historien d'art, allez essayer de répertorier ce que vous voyez dans l'édifice, qui était relativement peu engageant pour les personnes, et du coup qui n'étaient pas forcément motivés à aller prendre des notes là-dessus. Et je vais finir de qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça, entre autres dans la compréhension des édifices, enfin de la conception des dispositifs.
Est-ce que cette idée du dispositif qui va tous nous sauver, le dispositif idéal, pourrait exister? Personnellement, là, je m'avance peut-être un peu parce que j'ai pas encore ces résultats exactement, mais c'est que pour moi, il existe simplement pas, en fait. C'est pas qu'il n'existe pas parce qu'il n'a pas été encore conçu, c'est simplement parce qu'il ne peut pas exister, en fait. C'est tellement si complexe et tellement un bazar monstrueux, que ce soit au niveau des contraintes du lieu ou des contraintes entre guillemets liées à l'individu, que la combinaison de tout ne peut pas exister. Et si on peut imaginer un dispositif théorique qui existerait, en fait, il serait tellement encombrant ou tellement compliqué à créer, ça n'a même pas d'intérêt en fait, juste de le concevoir. Et l'idée, ce serait plus du coup d'aller vers une diversité de dispositifs qui permettrait de répondre à plusieurs profils et à plusieurs contraintes différentes, un petit peu comme les 3 dispositifs que j'ai présentés juste avant. Et pour ça, c'est encore balbutiant là, mais je suis en train de réfléchir à un framework de conception qui s'axe sur 4 grandes dimensions de ce framework, qui est la découverte. Donc c'est où est-ce que je peux aller, où est-ce qu'il y a un élément d'intérêt qui pourrait m'intéresser. C'est l'accès, comment est-ce que j'accède à cette information, est-ce que c'est ce que je disais de la découverte, de l'accès chaîné ou de l'accès aléatoire, plus de la consultation, c'est quel type d'information je consulte. Donc est-ce que ça va plus être de l'explication, est-ce que ça va plus être de la description, est-ce que ça va plus être du style d'inventaire, est-ce que ça va plus être des sources. Et enfin, sur la dernière dimension, ça va être plus l'engagement. Donc, est-ce que la personne, elle va faire des actions, elle va manipuler le patrimoine, que ce soit du coup avec les historiens d'art, ou au contraire juste être passif et lire de l'information. Et le but de ce framework, c'est encore une fois pas de créer le dispositif ultime, mais c'est de voir un petit peu, j'ai un dispositif, il permettrait de répondre à tel profil, ou à telle partie, ou à telle personne, ou à tel sujet problématique. Et je peux en concevoir d'autres pour pouvoir remplir les trous qu'il y a là, et du coup proposer un petit peu justement cette écologie d'artefacts différente. Donc voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, je peux parler un peu vite, si vous avez des questions, je suis tout oui. C'est l'époque à laquelle remontent les plus anciens vitraux de l'eau. C'est une excellente. Je crois que c'est 13e. Je crois que c'est 13e. Je pense qu'il y en a. Ouais, il y en a peut-être 12e, ouais, c'est ça. Ouais, dans la bah voilà. Ah voilà. Mais ça remonte. Et on peut les identifier un peu. Vous avez testé vos recherches ou vos solutions ailleurs que dans Saint-Jean-du-Marché? Ouais, à Saint-Jean-au-Marché, à Saint-Pantaléon et à Sainte-Madeleine. Ouais, toujours dans le 3 pour le moment. Et en fait, Saint-Pantaléon, il y a un gros problème, c'est que les vitraux sont. Il y en a beaucoup qui sont très hauts. Et ceux qui sont très hauts, en plus, il y a des espèces de grands machins qui sont suspendus. Et du coup, on les voit très mal. Et Sainte-Madeleine, il y a un autre problème, c'est qu'en fait, il y a déjà des trucs qui existent, qui sont d'ailleurs super bien faits, qui sont des espèces de petits panneaux en acier qui décrivent les vitraux, et qui du coup ont un petit peu parasité mon expérimentation. Mais c'est aussi un des résultats de pourquoi j'arrive vers cette écologie d'artefacts et de cette diversité. En fait, oui, ils ont parasité, mais en fait, ils ont beaucoup beaucoup aidé les étudiants que j'ai embarqués là-dedans. Parce que du coup, quand j'avais oublié un truc dans mes dispositifs, du coup, ils ont regardé ça pour pouvoir répondre quand même aux questions. En fait. Parce que forcément, même si j'ai ça tenté d'être objectif. J'ai une question. Comment ça peut s'articuler avec la capacité qu'ont les gens de chercher par eux-mêmes avec leur smartphone? Est-ce que le réflexe, alors pour le coup, c'est évidemment pas tous les profils de visiteurs, hein, mais c'est quoi les affinity seekers, par exemple, ceux qui vraiment aiment bien, sont vraiment intéressés? Je vais poser une question volontairement un peu ennuyeuse. Est-ce que ça va apporter par rapport à la possibilité qu'ils ont, eux, trouver des infos sur Wikipédia, pour le dire bêtement? Ouais, alors, déjà, effectivement, ça a été clairement le cas. Quand j'ai mes étudiants, ils sont clairement allés chercher sur Google en mode, voilà, j'ai besoin, on me demande de reconnaître le donateur, j'ai trouvé un PDF qui me liste les donateurs avec les attributs de chaque donateur. Donc voilà, je l'ai fait. Et en fait, ça fait partie
de la diversité, Ouais, c'est en ça. fait, tout bêtement. C'est en fait, oui, il y en a certains qui vont l'utiliser, il y en a d'autres qui vont pas vouloir l'utiliser, il y en a d'autres qui vont le faire, qui vont bien vouloir, mais qui sauront pas où aller regarder. Si par exemple ils tapent église de Saint-Jean-au-Marché, bah, ils vont tomber soit sur quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle ce site, mais il y a quelqu'un qui visite des églises en fait, qui prend des photos et qui répertorie comment il fait sa visite, ça c'est très bien. Mais peut-être que l'abbé qui les intéresse, elle va être sur Pop. Et là, va lire la base de données Pop, qui est juste une base d'inventaire en fait. Bah, potentiellement que là, ça va leur suffire. Que ton dispositif puisse justement, entre guillemets, les aider à faire ce travail sur Internet. Bah, dans un sens, c'est aussi un des objectifs de leur faire manipuler les compétences d'un historien d'art, en fait. Que l'historien d'art, en fait, lui, c'est ce qu'il va faire, il va aller chercher des sources, s'il y a des sources qui manquent, c'est ça, et c'est un petit peu développer ce fait d'aller chercher, en fait. Parce qu'à la base, le dispositif, théoriquement, une fois qu'il existe, je peux pas couvrir tous les édifices. Et donc, en fait, les édifices qui ne seront pas couverts, techniquement, si les gens ils savent maintenant reconnaître un petit peu un donateur, on le reconnaît parce que à cette époque-là, il est agenouillé devant un prie-dieu, il y a son saint patron derrière, il y a l'armoirie là. Si l'armoirie m'intéresse, je vais aller chercher des sources qui parlent des armoiries de la ville où je suis. Le donateur, le saint patron qui est derrière, il a tel objet dans les mains, parce que du coup, ils ont tout le temps des attributs, la clé pour Saint-Pierre par exemple. Du coup, je peux aller retrouver ces infos sur le net en fait. Et dès que j'ai reconnu les personnages, je peux me dire, ok, j'ai reconnu le personnage, du coup, ce personnage-là, il peut être dans tel ou tel récit, je vais aller regarder tel ou tel récit, et ainsi de suite, en fait, s'enchaîner comme ça. Oups. Avec la route du vitrail, maintenant, ils ont installé les labels et il y a des flashcodes déjà. Oui, à l'entrée des édifices. Donc, qui donnent déjà en fait, ça ouvre l'application de la route du vitrail. Ça donne déjà des informations sur quelques baies ou choses comme ça. Mais c'est pas hyper compliqué, c'est pas hyper complet. Mais du coup, il faudrait que l'application soit connectée à cette route du vitrail, à l'application de la route. Ouais, Parce qu'elle est sur toute l'aube. Ouais, après, est-ce que ça a un intérêt de la connecter? Je sais pas. Est-ce que c'est pas typiquement la route du vitrail, elle décrit et elle explique vraiment, c'est vraiment du texte quoi à lire. Mais certaines personnes, ça va juste pas les intéresser en fait de lire du texte, les panneaux avec du texte comme ça, qu'ils soient sur téléphone ou qu'ils soient écrits à côté, en fait, ça va pas les intéresser. Et du coup, peut-être que oui, soit c'est développer d'autres systèmes qui vont se connecter à la route du vitrail, soit c'est développer des trucs qui du coup correspondraient plus. Par exemple, j'ai croisé des gens quand je faisais mes observations qui utilisent les applis de géocaching pour visiter. Et qui ont entre autres Adventure Lab, qui est une appli où on peut faire des chaînes et du coup aller visiter plusieurs endroits. Et qui du coup, eux, ça leur correspond plus que la route du vitrail. Est-ce que ça a un intérêt de fusionner les deux applications? Encore une fois, comme je disais, cette idée de la fusion parfaite qui représenterait tout, en fait, ce serait un outil qui serait tellement compliqué à utiliser et à concevoir que ça aurait, pour moi, peu d'intérêt. Après, peut-être que je me trompe. Très intéressant. Merci. Tes expérimentations, est-ce qu'à un moment, tu as exploré le champ du ludique pour essayer de Ouais. les gens? Ouais, d'ailleurs, oui. En gros, retrouver les baies ou remettre dans l'ordre, etc. Moi, c'est ce que en fait je fais à partir du ludique et de la gamification. En fait, je suis pas allé au niveau de proposer des badges et de proposer des niveaux, de l'expérience, etc. Parce que concrètement, pour le moment, j'en vois pas l'intérêt. Et que tout ce qui est plutôt les mécaniques des jeux, c'est-à-dire le fait de, par exemple, un jeu, il va te donner l'information au moment où tu la veux et au moment où tu en as besoin. Et par exemple, ça, c'est une des mécaniques que je tire des jeux que je réutilise. Le fait de s'identifier à un personnage, à un contexte, je le tire de là, etc. aussi. En fait, c'est des espèces de petites briques qui font qu'un jeu est un jeu. Je les réutilise dans ces dispositifs, sous cette forme-là. Et sous, dans l'interactivité, moi je pensais plus au niveau pour entraîner le visiteur, au niveau du parcours, en fait, un peu comme une chasse au trésor. Ouais. Oui, voilà. Ouais,
Dans le parcours, non. Après, ça peut être imaginé, par exemple, comme Adventure Lab, c'est ce qu'ils font, c'est encourager les gens. Après, ça reste un débat éthique de est-ce que le fait d'utiliser des mécaniques de la gamification qui vont récupérer, utiliser, qui ont poussé les gens à aller visiter, etc., sont aussi quelque chose que je veux faire ou pas, ou est-ce que c'est les gens, quand ils visitent et regardent ou pas. Ça, c'est un débat à avoir. En fait, ça va dépendre du visiteur. Il peut y avoir le touriste qui se dit tiens, en activité, je visite l'église, j'y consacre 1 heure. Et celui qui profite d'être là, l'opportuniste, et qui se dit tiens, ils sont beaux les vitraux. J'en ai eu comme ça. J'ai eu une personne qui sont venus, un couple qui est venu avec 2 personnes âgées. Ils sont venus, je leur ai proposé. Ils ont dit ok, on revient, on va déposer les vieux à l'hôtel en gros, et on revient pour visiter. Et ils sont revenus, et ils étaient partis là pour visiter 3 parce qu'ils étaient là un week-end. Au final, ils sont restés 1h30 dans l'église. Ils étaient en mode, c'est frustrant parce que j'ai pas tout vu. Par contre, c'était génial à faire, mais du coup, j'ai pas vu le reste du truc. Mais par contre, c'était génial. Mais Ça s'adapte à certains, mais voilà, il n'y a pas de recette miracle. non. Et d'ailleurs, je reviens sur le côté gamification jeu. Mon kakémono là, ce truc avec marqué en autonomie avec les documents de visite proposant un parcours thématique et un compagnon de visite et des jeux, c'est le kakémono que j'emmène dans les églises et que je pose à l'entrée pour dire je suis là. Ce terme jeu, il m'a posé énormément de problèmes. Parce qu'en fait, la plupart des adultes qui arrivent, ils sont en mode comment ça des jeux? Mais les jeux c'est pour les enfants, au revoir. Et vraiment, ils cherchent pas à comprendre plus que ça. Du coup, maintenant, j'arrête de parler de jeu et je parle d'activité. C'est d'ailleurs pour ça que c'est renommé dans les dernières versions de mon truc. Parce que le jeu, les gens, ils le fuient. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est pas sérieux. Dans les musées, tu as le Ouais. parcours pour les adultes qui n'est pas ludique. Puis tu as les petits livrets où les gamins ils font genre du coloriage pour apprendre la Renaissance italienne. Bon, et c'est vrai que Oui, très rapidement, c'est qu'ils imaginent ça en fait. c'est sympa, mais ça correspond aussi à la logique. Quand tu trimbales ton gamin à musée, comment tu veux lui faire supporter l'expérience? C'est un peu ça. Oui. Faut être honnête. Je pense que les musées, c'est ça qui fait kiffer, quoi. Ça tend à évoluer quand même. Oui. Oui, de plus en plus, mais... Souvent, les mais- modèles le font aussi parce qu'elles savent que chez certains enfants, la visite au musée, c'est un peu dur. Et donc, si ça se transforme en une expérience de coloriage, c'est sympa. Mais du coup, on comprend que ça peut créer un malentendu. Oui, clairement. C'est pour les gens. Alors, sans compter qu'à mon avis, c'est aussi peut-être lié à l'objet. Je dis que pour certains, Ouais, qu'on joue pas il y a avec... une dimension religieuse, il y a peut-être une limite à l'aspect ludique. Oui. Moi, je ne sais même pas si c'est ça. C'est peut-être une serious game. Il faudrait peut-être Ouais. que le jeu soit vu comme une façon agréable Oui, oui, d'apprendre oui. et non pas comme une fantaisie de gamin. Ouais. Après, ça rentre dans la littérature que j'ai commencé à lire, mais c'est la différence entre les applications où on a de l'apprentissage et par-dessus on rajoute une couche de jeu juste pour faire passer l'apprentissage. En gros, on met le brocoli dans de la confiture, quoi, et on le fait passer. Et c'est pas terrible. Et de l'autre côté, où le jeu, avec les mécaniques du coup, que je disais précédemment, était pensé pour apprendre, et du coup, là c'est vraiment conçu pour apprendre. Et cette différence, on l'a pas forcément, et les gens l'ont pas forcément en tête, et pour la majorité, c'est de l'apprentissage sur lequel on a rajouté une couche de jeu pour les enfants, et puis, allez. Et ça, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler de jeu, même si derrière, concrètement, c'est du jeu que j'utilise, mais c'est un petit peu un glissement. Mais voilà. Mais Intéressant, je ne sais pas s'il y a encore des questions. c'est bon. Parfait. S'il y en a qui sont intéressés, comme j'ai réalisé les 4 panneaux qui sont derrière, n'hésitez pas à me poser des questions si vous les regardez, si vous ne les avez pas déjà vus. Mais voilà. Merci beaucoup. Mais de rien, avec plaisir.